DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Bonjour à tous, bienvenue sur A News Workwell. Dans nos carrières, on peut faire des choix de cœur parfois ou de circonstances qui offrent des parcours captivants. On peut faire des études scientifiques avec un premier job comme chercheuse, puis devenir une professionnelle en gestion immobilière par exemple. C'est le cas aujourd'hui dans Parcours avec la Senior Real Estate Facilities du groupe Philips, Wassila Kadri. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. C'est sympa chez toi. C'est beau, hein? Ouais, il manque un petit peu de coussin, mais sympa. On fera venir la prochaine fois, c'est promis. Super. Où est-ce que vous êtes née, Wassila? Alors moi, je suis née au Blanc-Ménil, Ouais. dans le 93. Région parisienne. Voilà. Exactement. Vous avez grandi là-bas? J'ai grandi à l'île Saint-Denis, Ouais. donc voilà, dans le 93 aussi, là où il y a eu le village olympique d'ailleurs, voilà, cet été. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Alors mes parents, ma mère, elle faisait le plus beau métier au monde, donc elle s'occupait de ses enfants. Ouais. Et, Vous avez beaucoup de frères et sœurs? Ouais, Ouais. j'ai 4 frères et une sœur. Ouais. Et mon papa, il était électricien câbleur. D'accord. Et vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petite? Alors là, Pas d'idée? Pas de rêve? aucun rêve. C'est vrai? Non, juste m'amuser à l'époque. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui fait alors finalement que vous soyez orienté vers les sciences, qui est plutôt un domaine qui a l'air plutôt sérieux, et vous vouliez vous amuser? Peut-être vous auriez pu faire comédienne, chanteuse ou autre, mais finalement les sciences. Ouais, les sciences, parce que mes aînés, en fait, avaient fait des études scientifiques. Et pour moi, c'était une continuité. Ça vous a inspiré? Vous avez Voilà. discuté avec eux? Vous entendiez Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que le parcours scientifique offrait plus de possibilités, en fait, en termes de choix d'école. Donc c'est vrai que c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai suivi. Donc en 2006 jusqu'à 2008, vous faites un master sciences et santé chimie, biophysique, attendez, je prends du souffle, des molécules et thérapies expérimentales. C'est C'est ça. extrêmement pointu si on doit un peu vulgariser. Donc c'est un master en fait basique de chimie biophysique moi, je me suis orientée plus en chimie organique. Ouais. C'était en collaboration, ce master se faisait en collaboration avec l'école d'ingénieurs ESPCI, donc qui est basée dans le 5e à côté de la place Monge. Et voilà, j'étais passionnée par la physique, par la chimie. Il y avait une envie derrière ça, de faire peut-être un métier précis après? Alors, vous vouliez à la base, chercheuse? oui, déjà? c'est ça, Ouais. c'est ça, exactement. Donc anciennement, ça s'appelait DEA, donc diplôme d'études approfondies. Et effectivement, l'objectif, c'était de faire une thèse derrière. Ok. Et la thèse, vous l'avez faite? Ah, pas du tout. C'est quoi? Non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'on a une belle pépinière de chercheurs en France, Ouais. mais de très peu d'opportunités ici. Donc c'est vrai qu'après réflexion, j'ai pas voulu poursuivre sur une thèse. Ouais. C'est ce qui fait que en 2008, vous entriez chez L'Oréal? Alors, L'Oréal, c'était en stage. En stage, c'était un stage, effectivement. Okay. Combien de temps? De 6 mois. Ok, en tant qu'assistante recherche? C'est ça, c'est ça. Et là, on fait quoi, justement, quand on... Là, on travaille dans les labos. Donc, j'étais sur le site de recherche et développement. Ouais. C'était un beau projet à l'époque. Ouais. Ouais, c'était passionnant. C'était vraiment de la chimie organique. Je cite, hein, je prends encore mon souffle, synthèse de molécules organiques polymères destinés à la coloration naturelle. Ouais. J'imagine que c'est pour les cheveux, ouais. Les shampoings. C'était les cheveux et c'était en fait, maintenant ça le fait, c'est assez commun, mais avant c'était précurseur où on utilisait en fait des extraits naturels de fleurs. Pour pouvoir faire de la coloration, puisque avec l'avènement des normes, en fait, L'Oréal était plutôt dans une politique de faire quelque chose de naturel. D'accord. Si je reprends les termes techniques, caractérisation des produits obtenus par méthode spectroscopique et analytique. C'est ça. C'est ce que vous avez réussi à rendre beaucoup plus simple. En parallèle, vous continuez vos études? Alors, oui, c'était mon année de master, en fait. Donc, j'ai eu mon master jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, finalement, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette première expérience professionnelle, même si c'était un stage chez L'Oréal, qui est quand même une boîte mythique? Qu'est-ce que vous avez retenu de fort? La rigueur.
Ok. Voilà, ça m'a formé en fait sur la rigueur et puis sur vraiment le monde de l'entreprise dans un laboratoire de recherche et avec tout ce qui est normes sécurité. Ils étaient vraiment axés sécurité. Donc ouais, c'était une belle expérience. En août 2010, stage, coordinatrice hygiène, sécurité et environnement chez Sagem Group. C'est ça. Qui est un groupe qu'on connaît bien, c'est une entreprise française spécialisée dans l'électronique et les télécommunications, très axée militaire quand même. Hein. C'est ça, c'était sur un site de la Défense. Oui, d'accord. Ouais. Et recherche et développement, pardon. Qu'est-ce qu'on vous propose de gérer comme mission ? Là, je devais m'occuper en fait du renouvellement de la certification ISO 14001 liée à l'environnement, et puis toute la partie sécurité, donc analyse de risque, documents uniques, mise à jour. Voilà. Ce qui intéresse les étudiants aussi qui nous regardent, c'est de savoir comment vous décrochez ces stages. Alors, ouais, bonne question. Pour tout vous dire, j'ai eu du mal à avoir un stage. J'ai postulé dans plusieurs entreprises et finalement, c'est une amie qui était dans le même master que moi, qui avait trouvé un autre stage et qui avait également été prise chez Sagem. Et du coup, elle m'a proposé ce stage. Donc, c'est le réseau. C'est le réseau, mais c'est tout le temps le réseau, en fait. C'est important dans votre métier? Ah, c'est très important. Le réseau, en fait, je pense qu'à un moment ou un autre, dans notre carrière professionnelle, on a ce qu'on appelle un ange gardien. Enfin, en tout cas, moi, je les appelle comme ça. Et d'ailleurs, ils se reconnaîtront parce que tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir un coup de pouce d'une personne. Alors, voilà, il y a les anges gardiens, mais il y a aussi d'autres personnes qui contribuent aussi. Bien sûr, qui vous aident à progresser. Qui vous aident ou qui vous aident, mais sur le moment, vous ne pensez pas qu'ils vous aident, en fait. Vous pensez que c'est un mal, en fait. Et finalement, ils contribuent, en fait, à vous pousser. Un mal pour un bien, quelque part. Exactement, exactement. Alors, votre premier job, c'est en 2012. C'est ça. Et chez Philips, où vous êtes encore actuellement. Comment vous passez de stagiaire chez Sagem à ce premier job si important? Alors après mon master, donc en fait quand j'ai fait ce deuxième master, c'était vraiment le master qu'il fallait faire puisque avec la génération des nombreuses normes, notamment AFNOR qui déployaient, c'était vraiment le domaine où toutes les entreprises avaient besoin de se conformiser à la réglementation. Et donc après ce master, je pensais trouver du travail. Je me suis dit bon ça y est, maintenant j'ai mon master. Et finalement non. Donc ça a pris un peu de temps. Ça a été difficile? Ouais, ça a été compliqué. Honnêtement, ça a été compliqué. Donc, j'avais quand même un travail à côté. En plus alimentaire, j'imagine. Alimentaire que j'avais débuté pour mes études, en fait, puisque j'ai travaillé en parallèle pendant toutes mes études aussi. Et finalement, un jour, il y a une boîte d'intérim qui m'appelle et qui me dit voilà, il y a un poste en qualité chez Philips. Et je dis super, je vais le prendre. C'est de l'intérim, c'est pas grave, je vais apprendre. Et voilà comment j'arrive chez Philips. Et au final, le poste pour lequel j'avais été prise, c'était pas celui-là. Et donc, on me propose un autre poste qui est analyse qualité, qui était en intérim. Et finalement, un mal pour un bien, comme on dit, puisque dans ce poste qui n'était pas prévu, il y a eu une création de poste quelques mois plus tard. Et là, je rentre en CDI chez Philips. Alors, chez Philips Healthcare, c'est ça? C'est ça. Qui est la division santé du groupe Philips. On ne sait pas forcément, le grand public qui nous regarde ne le sait pas forcément. C'est-à-dire c'est quel... Alors Philips, c'est une entreprise médicale qui a pour objectif d'améliorer la santé et le bien-être des personnes. Et effectivement, il y a une branche santé dans laquelle je faisais partie, et plus précisément sur la partie qualité. Donc voilà, j'avais jamais fait de qualité et je me retrouve à faire de la qualité. Donc là, on travaille énormément, j'imagine, sur tout ce qui est procédure. Oui, procédure. Et là, particulièrement, c'était vraiment la conformité réglementaire des dispositifs médicaux. Ça, c'est un domaine qui vous plaisait? Je connaissais pas, en fait. Et j'ai appris, j'ai appris le métier. C'est un peu loin de ce que vous aviez fait comme études. Totalement, mais c'est totalement. Surtout que j'avais fait plus de sécurité, d'environnement, mais j'avais pas fait de qualité. D'accord. Donc ça vient compléter finalement votre formation, si on peut dire. C'est ça. Que de la théorie, on passe à la pratique. Les autres missions qui vous sont confiées?
Donc après, j'occupe ce poste pendant 4 ou 5 ans, même un peu plus. Ouais, Et voilà, donc, et puis je fais plusieurs missions en plus Par exemple plusieurs tâches en fait qui me sont en complément. Ouais. Et effectivement, après, j'ai l'opportunité pareil, de prendre le poste de Real Estate Manager combiné à Health and Safety Manager, donc responsable santé-sécurité et responsable immobilier pour la France. Pour la France, pour commencer, vous déployez des stratégies immobilières. C'est ça. Plus en détail, qu'est-ce qu'on confie? Donc globalement, c'est la gestion du patrimoine immobilier de Philips France. C'est important? En France, oui, c'est important. Après, je ne sais pas ce que vous entendez par important. Non, mais en termes de nombre peut-être de locaux, de bureaux. Après, moi, le nombre de mètres carrés ne reflète pas la charge de travail, en tout cas. Mais oui, c'est quand même assez important. C'est tout nouveau pour moi. Il y a une grosse gestion financière, puisque dans le domaine du real estate, on est rattaché à la direction financière. Et plus la partie services généraux également, qui fait partie, en fait, du real estate. Et en parallèle, il y avait les missions, en l'occurrence de responsable santé-sécurité, c'est le déploiement en fait, de la politique santé-sécurité au sein de Philips. Alors, on va détailler un petit peu tout ça. En termes de real estate, quelles sont les missions qu'on vous donne? C'est vraiment le gérer nos quotidien, sites. Mais c'est quoi votre quotidien? Mon quotidien, c'est que des problèmes à gérer. Oui, voilà. Ce que vous aimez faire? Ouais. Plus il y en a, plus vous êtes bien à l'aise finalement. Non, moins il y en a, moi je suis. Mais c'est en fait, c'est gérer en fait les sites à travers une gestion financière, à travers les services généraux, à travers la stratégie. Donc ça peut être donc après le Covid, typiquement, on a eu des fermetures, des ouvertures de sites. C'est participer au projet quand il y a eu des rachats d'entreprises. Voilà, c'est plusieurs projets. Sur le pan sécurité sûreté dont vous aviez parlé, ça c'est aussi un univers différent. Qu'est-ce qui vous a plu d'assumer? Alors, c'était vraiment le fait de protéger, en fait, protéger nos salariés dans l'accomplissement de leur travail au quotidien. Et c'est aussi être beaucoup à l'écoute et essayer de leur apporter voilà, un environnement sain et sécuritaire surtout. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que, en matière aussi bien de sécurité, d'hygiène, mais d'incendie, effectivement, que tout ça, c'est soit pour la sécurité des bâtiments. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu une grosse période Covid, et là, en l'occurrence, mon rôle était extrêmement important, et Philips a totalement mis en place les actions qu'on devait assurer pour assurer la protection de nos salariés. Comment vous l'avez vécu, justement, cette période Covid? C'était horrible. Mais c'était horrible parce que je travaillais tout le temps. 24/24. Et puis comme j'étais double casquette, donc je me prenais les décisions moi-même en fait, donc c'était plutôt pratique. Mais c'était hyper complexe. Qu'est-ce que vous avez dû justement mettre au point dans cette période qu'on a tous connue, qui était inattendue dans l'univers du travail, j'imagine, et dans le vôtre en particulier, devait être problématique à surmonter? Nous, on était au cœur de cette crise, puisque nous, on aidait nos clients, et nos clients, c'est les hôpitaux. Donc, donc c'est une activité qui ne s'arrête pas. Et effectivement, on a mis tout en œuvre pour que nos collègues puissent intervenir en toute sécurité. Donc c'était, vous voyez, avec la crise des masques, typiquement, c'était leur fournir les EPI nécessaires pour intervenir, en l'occurrence. À l'époque, vous étiez une équipe de combien de personnes? Alors, il y a 900 salariés en France, et il y a environ entre 250 salariés qui intervenaient chez nos clients partout en France. Et vous, votre équipe, à vous étiez combien?
Ah, moi, j'étais toute seule. Toute seule? Ah ouais, moi. D'accord, donc pendant cette période, toute seule Alors, moi, mon rôle, je suis seule, Ouais. j'ai personne qui travaille avec moi. Ouais. En revanche, on est assez team-up, et là, on est voilà, avec les équipes RH, le CEO, les équipes juridiques, les équipes qualité, enfin, c'est les équipes du service client, c'est vraiment tout un groupe qui a géré cette crise. Est-ce que justement, Plus les équipes du global, pardon. Bien sûr. Est-ce que justement cette crise, ça a été l'occasion de pouvoir innover, créer peut-être de nouvelles solutions que vous avez gardées depuis il a fallu être instinctif, réagir vite? Ouais, fallait anticiper en fait. Moi, j'avais anticipé, j'avais déjà commandé des masques. C'est vrai? Ouais. Avant que la crise éclate? Ouais. Oh, mais comment ça se fait? Parce qu'il faut écouter les infos. Ah oui. Je revenais d'Asie, en fait. Ok. Et c'est vous qui avez ramené le... c'est moi, finalement, le patient zéro, voilà. Le pangolin. Non, on coupe ça. Hein. Mars 2024, vous prenez du galon, puisque vous êtes Senior Real Estate Facilities pour l'Europe du Sud. Donc ça couvre quel pays? Alors ça couvre France, Espagne, Portugal, Italie et Grèce. D'accord. Là, il y a, j'imagine, beaucoup plus de personnel à superviser et à servir quelque part aussi. C'est ça. Donc en fait, c'est le poste, il est un peu différent. Je suis comme une coordinatrice en fait entre les équipes de transaction qui s'occupent de tout ce qui est négociation, changement, tout ce qui est gestion des baux, et l'équipe construction project et l'équipe donc facilities. Et donc c'est un peu la gestion de ces trois pôles supervisés, plus la gestion du patrimoine et des stratégies real estate. Il faut être très présent dans ces pays. Vous voyagez beaucoup? Je voyage pas beaucoup, mais je voyage souvent. Effectivement, c'est important de montrer sa présence. D'échanger aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que les pratiques, est-ce que les besoins sont les mêmes, quels que soient les pays? Alors déjà, il y a les lois qui ne sont pas les mêmes dans les pays. Donc on s'adapte en fonction des lois. Et effectivement, les personnes... après, les personnes, elles sont... c'est pareil. Enfin, je veux dire, on s'adapte en fait aux personnes qui travaillent dans chaque pays. Et il y a des modèles à suivre en fait. Donc on ne met pas une réunion à 14 heures, par exemple, en Italie. Ni en Espagne. Et en Espagne non plus. Est-ce que on vous rajoute de nouvelles missions avec ce nouveau poste sur votre palette? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses que vous découvrez? Ça a transformé, en fait, pour le coup. Là, c'est quand même... ça a transformé, puisque là, je suis plus impliquée dans les stratégies du global. Et donc... C'est-à-dire que vous avez votre mot à dire. Tout à fait, vous influencez un petit peu quelque part. C'est ça, exactement. Par votre contact aussi de ces sites sur l'Europe du Sud. Ça, c'est aussi une chose que vous découvrez quelque part, d'avoir votre mot à dire dans les stratégies d'un groupe. Ouais. Et puis, en fait, c'est super intéressant. Après, j'ai mon mot à dire. Je dirais pas comme ça, mais c'est un échange en fait. C'est que moi, j'apporte la réalité du quotidien du terrain, plus aux personnes qui gèrent en fait la stratégie. Et après, on prend les décisions ensemble en fonction des contraintes ou pas, et des besoins surtout. Et puis, c'est surtout, dans notre métier, c'est vraiment l'humain et la façon de travailler. C'est en fonction des retours qu'on a. C'est nouveau pour vous, ça, finalement, ce côté stratégique? Ouais, c'est nouveau. Ça vous plaît? Ouais, j'adore. C'est vrai? Ouais. Votre parcours a débuté dans un univers donc très scientifique. Vous êtes devenu une professionnelle de la gestion immobilière. Est-ce que vous mettez ça plutôt sur le hasard de rencontres, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou effectivement il y avait peut-être un calcul derrière de votre part? Non. Je pars du principe qu'il n'y a aucun calcul. En fait, c'est vraiment les opportunités en fonction, les opportunités ou pas au final, puisque quand vous n'en avez pas, vous dites « Ah, mais pourquoi j'ai pas ?» Mais en fait, on sait qu'il y a quelque chose derrière de meilleur qui nous attend. Et je pense que c'est comme dans la vie, en fait, rien n'est fait au hasard. Et voilà,
on doit vivre ce qu'on doit vivre à l'instant présent et forcément on positive par rapport à ce qu'on veut faire. Donc quand on a le mindset, voilà, on a des objectifs et je pense que voilà, on y arrive ou pas, et du coup c'est pas le bon chemin. Et justement, en tant que jeune femme avec des responsabilités, est-ce que c'est facile de faire sa place dans cet univers? Ah non, non, c'est un milieu d'hommes un petit peu, et c'est vrai que c'est pas... Un petit peu ou beaucoup? Globalement, il y a plus d'hommes quand même de femmes, mais en revanche, ce qui est super chez Philips, c'est que en fait, on est quand même axé diversité, on a une très bonne cotation sur la mixité, donc homme-femme, et c'est hyper satisfaisant. Après, en tant que femme dans un milieu du real estate où on a souvent, voilà, c'est pas évident de s'imposer effectivement, sachant que moi, en tout cas pour mon poste de real estate, je passais derrière quelqu'un qui était un homme, qui avait un peu plus de 60 ans, et voilà, fallait s'imposer effectivement. Fallait prendre vos marques. C'est ça. Et puis bien délimiter votre terrain aussi. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'avec la communication, le travail, on y arrive. Mais après, c'est comme de toute femme. Je pense que je dis pas de bêtises quand, voilà, dans toute femme, quand elle est dans un milieu où il y a plus d'hommes, effectivement, il y a toujours cette appréhension. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Voilà. Et on dit pas ça quand c'est... Quand c'est un garçon. Bah non. Vous avez déjà des objectifs dans votre carrière encore pour Bien sûr. la suite des envies? Bah oui, toujours. Des secteurs vers lesquels vous aimeriez aller? Ouais. Vous avez déjà un plan, une route tracée? Ouais, j'ai déjà une route. Ouais. Laquelle? Je ne vais pas le dire, sinon ça va savoir. Donc, on va vous suivre. C'est ça, comme ça, vous allez devoir me réinviter. Ça sera avec grand plaisir. Du côté de vos temps libres, on va parler un peu de vos hobbies. Le basket. Ouais, j'adore. Vous avez commencé jeune? Oui, j'ai commencé petite. Ouais. Donc c'était ma passion, j'en faisais tout le temps, mais vraiment tout le temps. Mais à bon niveau, hein, vous avez été sélectionnée? Ouais, j'ai été sélectionnée. Ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai été sélectionnée en équipe Île-de-France. Et donc après, il y avait trop de matchs en fait à faire. Il y avait trop parce que j'étais partagée entre le club et la sélection. Ouais. Et puis après, j'ai arrêté à peu près à l'année de mon bac, parce qu'à un moment, fallait aller travailler. Okay. Donc on ne pouvait plus assurer les week-ends pour faire les matchs. Mais j'ai repris récemment. Il y a 2 ans? Ouais, il y a 2 ans, ouais. Ok, vous avez joué donc dans une équipe dans le 95. C'est ça. Et qu'est-ce que vous trouvez justement dans ce sport d'équipe? Alors, le basket, c'est hyper formateur. Alors, c'est vrai, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, c'est vraiment déjà le fait que ce soit un sport collectif. On doit apprendre à s'écouter. Donc ça, c'est hyper important puisqu'on le retrouve dans le monde du travail. On doit apprendre comment jouer. Donc, c'est en quelque sorte une stratégie. Comment arriver à gagner. Donc ça, c'est des choses que quand on est jeune, on a juste envie de gagner, mais on ne se rend pas compte. Mais en fait, c'est pareil dans le travail. Et puis, surtout, ça génère, je pense, une capacité au niveau du mental sur l'échec, puisqu'on ne gagne pas forcément tous nos matchs. Et donc, il faut la gérer, en fait, la défaite. Et ça, c'est pareil au travail, en fait. On n'arrive pas forcément à atteindre ses objectifs ou on a des échecs. Il faut avoir cette capacité de se relever et de se dire, non, en fait... c'est pas grave ça, c'est arrivé. Il y a toujours un plan B, un plan C. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Exactement, on trouve, on définit pourquoi. Et c'est exactement ça. Après un match, on fait le bilan, on dit là, ça n'a pas été pourquoi. On revoit la stratégie et on repart pour essayer de gagner le prochain. Et dans le travail, c'est pareil. Ça n'a pas marché. La prochaine fois, quand j'aurai tel projet, je vais revoir mon truc et puis je vais anticiper. Donc ça vous sert pour votre job? Ouais, totalement, ouais.
Vous travaillez à ce qu'il y ait davantage aussi de femmes arbitres et vous-même, ça, je crois que donc, vous ouais. souhaitez un jour devenir arbitre de basket. C'est ça, exactement. Donc j'ai participé en fait à un beau projet qui a été mis en place par la présidente des arbitres du Val d'Oise, qui a pour objectif de promouvoir en fait les femmes arbitres dans le monde du basket. Donc très beau projet, comme quoi une femme peut être arbitre à haut niveau et également avoir un poste aussi important. Donc vous souhaitez devenir arbitre haut niveau tout en continuant de jouer. Ouais, si entre minuit et 2h du matin, faut trouver du temps, mais effectivement, Faut qu'il branche les spots dans le gymnase. Ouais, je sais pas comment je vais faire, mais ouais. Juste avant de nous quitter, Wassila, le fameux questionnaire de pivot. Oui. Revisité. En plus, pivot, c'est un poste au basket, ça tombe bien. Exactement. Ça va vous permettre de vous découvrir sous d'autres horizons. Votre mot préféré? Positif. Votre chanson préférée? J'en ai tellement, je sais pas. Elle est une. Alors, j'en ai tellement. Unstoppable de Sia. Votre drogue favorite? Mes enfants. Et le basket. Ouais, mais mes enfants quand même. Sûr. C'est eux le. J'espère. Ils vont vous regarder. Ils vont... Ouais. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? C'est une gestuelle, Alexandre. Je peux pas. D'accord, c'est un signe de la main. Ouais. Avec, ça va partir. Un doigt. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Mon père. C'est joli ça. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? J'en ai pas du tout. Franchement, j'ai pas un spécial. Vous n'êtes pas une fan ultime de quelqu'un? J'écoute tout, moi. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Je crois que je pourrais pas faire médecin légiste. Je comprends. Le film dans lequel vous auriez aimé jouer? Le mien. Je suis réalisatrice, scénariste, actrice principale. Donc, le film de votre vie? C'est mon propre film, je suis en train de le tourner. Joli. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Quoi, t'es déjà là? Merci beaucoup, Wassila. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur News Workwell. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.